devant vous là l'homme le plus important du XXe siècle en ce qui concerne le développement de la morale. Et à cause de lui, une révolution s'est produite tout à fait inattendue au cours du XXe siècle. Il ne s'était jamais produite auparavant. C'est trop fort, trop faible. Bon. Qui est une révolution dans la morale. Alors, qui est ce monsieur Gottlieb of Chicago? Vous avez certainement, si vous avez plus de 30 ans, vu son nom, et même joué avec. C'est-à-dire, comme vous le voyez sur la photo de droite, il produisait à Chicago des pinball machines. Voilà. Et il avait commencé avant la guerre, dans les années 30, mais c'était simplement des billards avec des trous et des billes, on lançait, et un peu au hasard, ça tombait dans le billes. Mais révolution, jusque-là, il fallait, pour jouer à quoi que ce soit, à quelque chose avec quelqu'un et tout, il fallait intégrer des règles, les lire, les comprendre, les accepter et jouer avec. Et là, tout d'un coup, sont apparus dans les cafés, dans les bars, dans les lieux publics de millions d'endroits à travers le monde, des machines qui n'avaient pas de règles. En fait, elles avaient une règle, mais il n'y avait pas besoin de la prendre parce qu'elles matérialisaient la règle dans leur propre fonctionnement. C'est-à-dire que, comme vous le savez, mais je le répète, je le rappelle, on envoyait des boules, on pouvait on les voyait redescendre du haut de la scène, faire automatiquement des points qui s'ajoutaient, qui s'accumulaient sur le tableau vertical au fond, sans avoir besoin de calculer ces points. C'est la machine qui décidait si on avait gagné ou non. Et on avait une faible, quand même une importante interactivité avec les boules et la machine par ce qui s'appelait des flippers, hein, d'où le nom de la machine, le flipper. Alors, plusieurs révolutions en une. D'abord, comme je viens de vous dire, aucune règle écrite, on les devinait, on les expérimentait. C'est à l'opposé, le jeu le plus opposé à cette situation, c'est le jeu de la main, de la pierre et des ciseaux, ou de la feuille, de la pierre et des ciseaux. Enfin, il y a beaucoup de manières d'y jouer, mais qui n'a aucun support que le support mental et les mains qu'on utilise pour jouer. Deuxième révolution, c'est le premier espace virtuel. Bien avant que l'informatique, Internet, etc., popularise l'espace virtuel, on avait là un espace auquel on ne pouvait pas accéder, qui est devant nous, derrière une plaque de verre, où il se passait des choses intéressantes, mais auxquelles on ne pouvait pas mettre les mains directement, et il fallait y communiquer par le truchement de plusieurs intermédiaires électriques, même pas électroniques, électriques au départ. C'est aussi, autre révolution, les premiers avatars libres. C'est-à-dire que il y avait des sortes d'avatars qui existaient depuis des milliers d'années, qui étaient par exemple les pions d'échecs, les pions de dames, les pions de jeu, etc., mais qu'on manipulait comme on voulait. Là, ils prennent leur liberté, ils sont les premiers avatars, comme il en existera plusieurs dizaines d'années après, dans les jeux vidéo, dans les wargames, etc. Donc, grande différence avec le billard, hein, où il y avait bien des boules, il y avait bien un tapis, et déjà il y a une petite interaction, petit truchement d'une queue de billard. Autre évacuation, autre suppression de rôle, il est impossible de tricher. Alors on pouvait tricher en secouant la machine, mais il y avait ce qui s'appelait le tilt, hein,
c'est-à-dire un fil à plomb et un anneau métallique. Si on penchait la machine pour éviter que les boules retombent trop rapidement, tilt, et on avait fini. Alors pourquoi j'ai mis ce tableau que j'aime beaucoup de Jérôme Bosch? C'est parce que dans le jeu, il y a un acteur souvent négligé mais toujours important, qui est le tricheur. Pas forcément parce que ça perturbe le jeu, c'est parce que c'est en majeure partie le tricheur qui fait progresser le jeu. Il a trouvé des moyens de jouer autrement, il a inventé des trucs, des portes de sortie, des portes d'entrée, etc. Et le jeu progresse en alternant, en interactif avec ce qu'invente le tricheur. Et ça, Jérôme Bosch, je trouve, l'a bien représenté dans ce tableau qui est le concert dans l'œuf. Si on regarde bien la construction du tableau, si on regarde le centre du tableau, on voit qu'il y a un passe-lacet, un voleur qui est là. Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce tableau sur un concert, une chorale et tout? Eh bien, il vient montrer que dans l'art, l'important, c'est de tricher. Et, eh bien, M. Gottlieb of Chicago nous prive de cette dimension très importante. Alors, 30 ans plus tard, parce que ça c'était en 47, 30 ans plus tard, vers 77, la situation s'est empirée. C'est-à-dire que d'autres jeux qui étaient traditionnels et dans lesquels on avait encore la liberté de jouer, de tricher, d'évaluer les règles, etc., ont commencé à être atteints par non plus vraiment l'électricité directe, mais l'électronique, et notamment la première victime a été le jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des jeux d'échecs où la machine gérait la manière d'avancer les pions, refusait des mauvaises manières, etc. Et donc mettait de côté et évacuait toute une culture auquel tout le monde n'a pas forcément accès, mais qui existe depuis longtemps, qui est toutes les autres manières de jouer aux échecs que les échecs absolument traditionnels et fondamentaux qui font les rencontres internationales. Il y a ce qui s'appelle les échecs féeriques. Qui a déjà entendu parler des échecs féeriques ici? Personne? Génial. Je vous apprends au moins quelque chose. On va revenir aux échecs féeriques tout à l'heure. Donc, je reviens, je fais le point sur ce que je viens de dire. Ce que j'appelle la règle intégrée dans la matière, dans le jeu, élimine ce qu'on faisait qui était l'intégration mentale et acceptée des règles. Aussi, une sorte de communion ludique entre les joueurs. Plusieurs personnes qui ont lu, entendu parler, se sont fait raconter, mais ont intégré les règles de jeu, sont d'accord, et d'un commun accord, évoluent ensemble dans une super communion ludique. Ça évacue évidemment l'arbitre, ça évacue le tricheur, comme j'ai dit, ça évacue la créativité. On ne peut plus, comme font encore les gens qui manipulent des jeux antiques, genre Monopoly, avec du bois, du carton et des dés, et qui inventent des règles maison. Ah ben chez nous, quand on passe par telle case, on ramasse tel truc. Ah bon, on ne fait pas ça chez moi, par contre. Voilà. Alors, victime suivante, vous avez tous... m'étonnerait que personne d'entre vous n'ait pratiqué ça, les patiences et réussites sur l'écran. Bon, ben c'est catastrophique, c'était tellement sympa de manipuler les cartes, etc. Et c'était aussi l'occasion d'inventer de nouvelles patiences et réussites. C'est beaucoup plus difficile maintenant sur l'écran, c'est même impossible. Alors, étant un petit peu déjà, mais pas comme aujourd'hui, déjà conscient de ça dans les années 80, le premier et le seul que j'ai fait dans cette décennie, le programme pour le
le Macintosh. Excusez-moi de parler du Macintosh. Mais là, on déborde un peu le cadre de l'Apple II. Le premier programme que j'ai fait a été justement un programme d'échecs qui permettait de tricher, ou tout au moins de créer et de sortir de la règle stricte et de base. On pouvait à tout moment créer des pièces avec des manières de se déplacer différentes. Il y avait un éditeur de pièces qui éditait à la fois l'aspect de la pièce et les règles de déplacement. On pouvait, mais alors ça allait trop loin parce que ça cassait le jeu, mais c'était le jeu, c'était de casser le jeu justement. On pouvait même l'introduire au milieu d'une partie pour essayer de gagner une partie qui était mal dirigée. Mais comme l'adversaire pouvait faire pareil, on était à armes égales. Donc là, on voit un écran en plein jeu où de nouvelles pièces dont on n'a jamais vu la silhouette sont sur l'échiquier, viennent d'être créées ou ont été créées au début d'un commun accord. Enfin bon, on peut là, à nouveau, malgré l'informatique, dialoguer entre joueurs, créer et partir à l'aventure. Ça s'est appelé le Cavalier de la Nuit en France, et en Amérique, ils ont simplement appelé ça le Fairy Chess. Alors, ça, c'est donc ce qui s'est passé au début des années 80, et peu à peu, cette révolution qui sortait les règles de nos têtes et les matérialisait, si je puis dire, dans l'électronique et dans l'informatique, s'est mis à sortir du jeu et à envahir peu à peu toute notre vie quotidienne, de travail, de loisirs, etc. Donc j'ai mis deux images là, c'est-à-dire qu'on est passé peu à peu d'un livre manuel bien nommé parce qu'on le tenait, qu'on pouvait le feuilleter, apprendre ce qu'il fallait faire, ce qu'on pouvait faire, ce qu'il fallait éviter de faire et tout, l'intégrer et ensuite utiliser un ordinateur. Les menus déroulants ont mis ça à la poubelle pour venir à une culture où quand on a un logiciel, personne ne lit le manuel, s'il y en a un, et on explore les menus déroulants pour voir ce qu'on peut faire. Alors, les années 90 sont allées un peu plus loin. On a entamé une migration du travail et des données au-delà de l'écran. Mais ces données, c'était plus ce qu'on accumulait sur son bureau ou dans des tiroirs, c'était des données peu à peu formatées. On n'avait plus accès à la règle, de moins en moins accès à la règle de mise en forme des données stockées. On ne stockait petit à petit que ce que la machine voulait bien que c'était stocké. Et c'était tellement sympa, ça prenait tellement peu de place qu'on a abandonné peu à peu les vraies données pour ne stocker que ce que Madame la machine voulait bien accepter à mettre dans son disque dur. Étape suivante, encore plus catastrophique. Jusque-là, au moins, on savait où c'était stocké dans son disque dur. Et je serais très curieux de savoir ce qu'ils ont vu, parce que ça a l'air extraordinaire. Un éléphant rose. Non. Hein? Quelqu'un qui, avec sa voiture. Des gens. Une femme? Bon. Donc, c'est ce que j'appelle le crépuscule des lieux, c'est-à-dire que les lieux n'existent plus. Et ce qui est stocké, on ne sait même plus où c'est stocké. Peu de gens le savent d'ailleurs, parce que c'est tellement dilué, multiplié pour se garantir des pertes, etc. Et tout ça, dans une soumission grandissante au code, qui code tout ce qui, encore mieux que la décennie d'avant, ce qui doit et peut être stocké, avec évidemment, comme on stocke nos interactions personnelles et nos individualités,
c'est perméable, eh bien nous partons de plus en plus loin dans les nuages. Alors, la morale dans tout ça, puisque je parle de morale, j'évoque la morale depuis le début, c'est que notre morale de vie suit ce qui avait été fait pour les règles. Hein. La morale, c'est une sorte de règle, c'est notre règle de jeu dans la société. Eh bien, il y a un glissement. On abandonne la morale de ce que j'appellerais ce qui est bien, et donc à chacun de travailler dans sa tête sur savoir comment faire le bien, etc. Et on évacue petit à petit, ça se dissipe, ça s'en va, et on vit dans une morale du possible. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de menus déroulants virtuels qui sont autour de nous. On fait, et surtout les enfants qui sont nés dans cette culture, ont été éduqués dans leurs jeux vidéo à faire ce qui est possible. Et sortant des jeux vidéo et dans la vie courante, s'ils trouvent quelque chose à faire de possible qui les intéresse, ils sont totalement interloqués, ils se disent non, c'est pas le droit de faire ça. Mais oui, mais c'est possible. Et moi j'ai été éduqué à faire ce qui est possible. Pourquoi tu me reproches de faire ce qui est possible? Voilà. Donc glissement de la morale mentale à la morale codée, à la morale possible, et on abandonne petit à petit. Tout ça serait déjà catastrophique si, en fait, il n'y avait pas une sorte de simultanéité, de recouvrement du monde virtuel et du monde physique. Alors j'en donne deux exemples. On commence à passer des lois aux États-Unis pour interdire de téléphoner en marchant dans la rue, parce que ça provoque des accidents épouvantables. Donc, interdiction d'avoir la coïncidence du monde du nuage et du virtuel avec le monde des piétons. Et on en a eu ceux qui ont vu Valérian, je ne sais pas si il y en a qui ont vu Valérian déjà, non? Il y a le film de Besson qui vient de sortir. Il y a une très belle séquence que moi j'ai beaucoup aimée, où dans un même lieu, il y a un désert, avec très peu de choses, et un souk virtuel, très animé, avec des extraterrestres qui échangent, qui vendent. Et là, ils sont sortis du souk virtuel, donc ils sont retombés dans le désert, ils essaient d'échapper au souk virtuel. Mais cette mise en scène de la coïncidence du virtuel et du physique Donc, le physique est amené à imiter progressivement le virtuel. Mais Antoine est excusé parce que je lui ai déjà raconté le contenu. Pardon. Voilà. Et on tend de plus en plus dans le physique, dans le monde physique, à imiter cette morale câblée, si je puis dire, du monde virtuel, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Les individus sont quand même beaucoup moins soumis, beaucoup moins hasardeux. Alors, une étape qui nous guette là, et que tout le monde semble attendre avec plaisir, c'est la voiture autonome. Ça me semble être une nouvelle catastrophe totale de l'humanité. C'est-à-dire que non seulement on n'aura pas un volant pour aller exactement où on veut, mais tout va passer par l'informatique, le nuage, le GPS, etc. Bon, je sais pas, je crois qu'il y a de quoi être totalement terrifié. Et est-ce que l'autonomie de la voiture, elle n'est pas la fin de notre propre autonomie? Enfin, juste un aspect, on s'aperçoit qu'avoir le moral, c'est plus important que d'avoir de la morale. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans tout ça? C'est l'activité, l'action du code. Et ça, il y a longtemps que ça nous guette. Parce que quand vous avez sans doute été en contact de gens, de livres,
d'images qui essaient de voir quelle structure il y avait dans telle ou telle peinture ou œuvre d'art, qui explique pourquoi c'est beau. Et conversement, comme je ne sais plus comment on dit en français, beaucoup d'artistes, où on pense que beaucoup d'artistes ont essayé de faire plus facilement du beau en obéissant au code. J'ai pu, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, ni comment et où, j'ai pu étudier d'assez près Léonard de Vinci. Beaucoup de gens s'acharnent à mettre du code dans ses œuvres. Lui, il n'en a pas mis. C'est venu après. C'est vraiment des critiques d'art du 19e siècle qui ont commencé à le faire. D'ailleurs, on a le nom du premier, c'est un Allemand. Et ensuite, il a été suivi par beaucoup d'autres. Et encore de nos jours. Mais c'est une tentation, si vous voulez. Notamment le nombre d'or, qui est une référence depuis longtemps. On peut penser, on a pensé souvent que le nombre d'heures permettait de garantir que une fenêtre, ou une boîte, ou une maison allait être belle. Alors on a fait l'étude, on a fait un certain nombre de rectangles, certains suivant le nombre d'heures, d'autres pas du tout, et on a fait un panel de gens, et ça a été fait de nombreuses fois, lesquels sont les plus beaux. Malheureusement, ça n'est pas tombé sur le nombre d'heures. Alors, c'est quand même important de le noter au passage, c'est que la tentation d'utiliser le code pour faire mieux, elle est vieille, et on l'utilise aussi en morale. On a le code civil, qui est notre référence morale absolue. C'est une longue histoire, c'est intéressant d'avoir le code civil. Le problème, c'est qu'on prouve chaque jour qu'il est inutile, puisqu'il faut une armée incroyable d'avocats, de juges, de greffiers, etc., pour essayer d'en tirer quelque chose de pratique, savoir qui est coupable, qui fait bien, qui fait mal. Malheureusement, le code informatique est redoutablement plus efficace. Pourquoi? Parce que il est lié à l'action, alors que le code civil, il est là, il ne fait rien. Il attend qu'on le feuillette et qu'on en fasse quelque chose. Tandis que le code informatique, lui, il est de plus en plus efficace. Et il commande de plus en plus d'actions. Et parfois, certains jeunes, pratiquement des gamins, se trouvent à manier le code et avoir un gros succès et jouer un grand rôle dans nos vies. Et notamment dans nos vies, dans la communication de nos sentiments les uns avec les autres. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces gamins? C'est à vous de juger. Alors là, je prends un peu de recul par rapport à tout ce que j'ai dit. Je vais encore plus haut. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent la différence entre Aleph 0 et Aleph 1 ici, sauf que on montre en mathématiques. C'est assez facile à montrer. Ça sera peut-être l'objet de 5 minutes ou une demi-heure l'année prochaine. Il y a deux infinis. Bon, un type qui s'appelait Georges Cantor, autour de 1900, a montré qu'il y avait deux infinis qui n'étaient pas solubles l'un dans l'autre. Il y a l'infini du dénombrable, c'est-à-dire les nombres entiers, c'est un infini, mais ça n'a rien à voir avec l'infini du continu, c'est-à-dire par exemple tous les points qu'il y a dans un carré. Et alors il y a une très belle image de ça. C'est une image faite par Camille Flammarion, que j'ai utilisée pour montrer la différence entre Aleph 0, qui est le nombre du dénombrable, où vit l'informatique, parce que l'informatique c'est des 0 et des 1. C'est du dénombrable, c'est comme les nombres entiers. On démontre assez facilement qu'il y a autant de nombres entiers que, par exemple, de multiples de 15.
c'est facile, on met 15 en face de 1, 30 en face de 2, 45 en face de 3, etc. Oui, vous allez m'aider, c'est bien. Voilà, c'est un peu le genre de raisonnement qui me permet de savoir qu'il y a une différence entre le continu et le dénominable. Et malheureusement, ce code qui est en train de prendre, comme je viens de vous le démontrer, pas à pas, du pouvoir sur nos vies et sur notre morale, donc sur nos vies, sur notre façon de vivre, eh bien il est enfermé dans le dénombrable. Le 0 et le 1, l'informatique et tout, c'est du dénombrable, ça ne va pas plus loin. Peut-être d'autres ordinateurs auxquels on est en train de penser mais qui ne fonctionnent pas encore, iront plus loin, mais pour l'instant, on est dans le Aleph 0. Voilà. Alors, je prends encore un peu plus de recul, et j'évoque le combat titanesque qu'il y a, et dont nous sommes momentanément les enjeux, qu'il y a entre la matière, dont le code, parce que j'ai écrit un livre où je fais comme si le code était un personnage qui cherche à se libérer et peu à peu prendre le pouvoir dans l'univers. Et donc le code, pour prendre le pouvoir, a eu une première idée qui était de faire la vie. Donc avec l'ADN, qu'il a fait construit la structure de l'ADN, avec l'espoir que quelques milliards d'années plus tard, il y aurait des gens comme nous, les humains, qui trouveraient intéressant de faire de l'informatique, et donc de mettre le code à même d'agir tout seul, petit à petit. Pour l'instant, il agit parce qu'on le programme, mais enfin, on n'a qu'un espoir, c'est de faire des programmes qui s'écrivent tout seuls, écrits par des robots qui se gèrent tout seuls. Ça nous fait... on grille d'envie, on voudrait déjà être là, déjà les voir. Mais le code aussi, lui, parce que c'est de cette manière-là qu'il nous utilise, comme un peu on est son bras armé pour prendre son essor et se développer. Après, aura-t-il encore besoin de nous? Ça n'est pas sûr. Alors, pour en savoir plus, il y a un excellent livre que vous pouvez lire, mais qui ne dit pas tout ce que j'ai dit là, parce que ça, ce livre-là, il date d'il y a une dizaine d'années, et qui est une histoire d'école. Voilà. Merci de votre attention. Oui, le cahier de la nuit, c'est un de tes logiciels? Hein? Le cahier de la nuit, oui. D'accord. Oui, mais il marche que sur Macintosh. Oui, j'ai vu. Oui. T'as le code source? Oui, mais ce serait pas trop difficile à faire, oui. C'est peut-être plus intéressant à faire. Je ne sais pas s'il y a des échecs féeriques sur l'Apple II. Non. Je crois pas, hein. Il y a des jeux d'échecs, mais il n'y a pas de... Oui. C'est pas féerique. Ça reste dans les règles du jeu. C'est fantastique. On dirait qu'Achon est un petit peu comme ça, mais pas... C'est exactement ce à quoi je pensais. Un jeu d'Electronic Arts qui s'appelle Archon 2, et c'est un... C'est pas un jeu d'échecs, ça va pas aussi loin, mais ça a l'air d'être aussi berloquinesque. Ouais. Par contre, il y a un jeu sur Apple II, toi tu connais, tu me rappelles le titre à chaque fois que je te l'évoque, qui n'est pas un jeu d'échecs, mais qui est un jeu de tableau, et dans lequel on peut plus ou moins programmer les pièces qui se déplacent toutes seules. C'est une sorte des tanks qui se tirent dessus. Il y a Robo War. C'est Robotoire? Oui. C'est ça. De Muse Software. Hein? De Muse. Voilà. Voilà. Tu programmes, tu donnes de l'intelligence à chacun de tes robots et voilà. après tu les fais se battre. Voilà. Voilà. Alors, c'était peut-être, je ne sais pas pourquoi il a... Enfin, il a eu du succès, puisqu'il m'a atteint sur une disquette un jour, mais c'est, à mon avis, un des meilleurs softs qui a été fait sur l'Apple II. Parce que ça mettait en scène des robots indépendants qu'on pouvait programmer. Ça. Et ça, pour moi, c'est ce qu'on peut faire de mieux en informatique. Et c'était aussi possible d'échanger ces robots avec des bébés, et comme ça, on faisait aussi des compétitions remotes. Oui.
Oui, c'est vrai. Ah oui? Oui, on pouvait changer ses créations, ouais. Ah oui? Ah d'accord. D'accord. Exact. Donc Avec les bébés, les bulletin board systems. j'ai pensé qu'il voulait programmer des bébés, ce que je trouvais très intéressant. Sound off. Hein? Oui, oui. Bien. Autre question? Bien, merci beaucoup.